Banquise FM vous propose de découvrir les 11 candidats aux élections législatives de la 8e circonscription du Pas-de-Calais. Nous vous proposons de découvrir leur programme et leurs convictions durant 20 minutes en compagnie de Vincent Frémaux. Je suis en compagnie de Jason Lamiot, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes candidat dans cette 8e circonscription pour les législatives en tant que candidat indépendant. Pour autant, on vous a donné l'étiquette plus ou moins d'hiver droite. Vous vous présentez avec comme suppléante Justine Perret. J'aimerais vous poser une question extrêmement simple. D'abord, qui êtes-vous ? Jason Lamiot, j'ai 26 ans. Je fais des études en comptabilité, actuellement en contrôle de gestion à la SNCF, où je valorise les trains fret. J'ai un parcours politique qui est assez surprenant au premier abord, puisque je me suis investi au début en conseil régional de Picardie, conseil régional jeune, où j'ai essayé de porter des projets innovants. Cet outil du conseil régional à l'époque, donc c'était bien avant la fusion, était plus un outil de communication pour le conseil régional que vraiment un outil pour porter les projets. Je m'en suis rendu compte après. Ensuite, je me suis investi à l'UDI lors de la création en 2013. L'idée, c'était pour moi d'avoir un nouveau parti qui était intéressant, qui portait des valeurs écologiques, des valeurs humanistes. L'avenir a donné un petit peu tort à ces valeurs, puisqu'après le départ de Borloo, on a vu que le parti est devenu un peu surprenant, avec des pratiques très étranges. Et à partir du moment où je me suis plus retrouvé dans ces valeurs, je me suis mis en retrait. Et donc, combien de temps s'est écoulé justement entre ce moment et le moment où vous décidez de vous présenter donc aux législatives ? Il y a eu plusieurs mois quand même, que je me suis mis en retrait au moment du ralliement à François Fillon. Donc, c'était quand même quelques temps avant l'annonce de ma candidature. Et alors pourquoi vous présenter tout seul, ce qui peut paraître quelque peu, alors pardonnez-moi le terme, mais présomptueux parfois aux yeux de certaines personnes. Non mais c'est vrai, quand on n'a pas tout un parti derrière toi, on peut être tenté de se dire ça va être un petit peu compliqué aux législatives, à l'Assemblée plutôt, de faire passer finalement des messages ou autre. Comment est-ce que vous appréhendez ça finalement ? Alors présomptueux, honnêtement, je pense pas avoir le mot est peut-être un peu fort de ma part. Il est fort et surtout, c'est pas un qualificatif qui me définit. Au contraire, je suis en perpétuelle remise en question, donc j'arrive pas là avec toutes mes certitudes et une confiance en moi exacerbée. Ça, je le laisse à d'autres candidats qui d'ailleurs le font très bien sur leur tract. Non, j'arrive en toute simplicité avec un regard un petit peu extérieur, un regard jeune, un regard neuf, en partant d'un constat très simple, c'est que en regardant les dernières années à l'Assemblée nationale, vous avez le mouvement des frondeurs du PS qui a bien démontré qu'aujourd'hui, les députés ne sont plus libres de leur parole, ils sont plus libres de leur vote. Et au final, pour les remplacer par des chèvres, ça ne changerait pas grand-chose, honnêtement. Puisque si tous les députés doivent suivre une seule ligne, celle du parti, ça ne sert à rien de payer 577 gus, en plus les payer assez cher, parce que l'indemnité c'est autour de 5 000 euros brut, pour au final voter comme une masse, les mêmes voix, avec les mêmes positions, avec les mêmes discours. Ça ne sert absolument à rien. Donc l'idée de ma candidature, c'est vraiment d'avoir une voix différente, de faire prendre par les citoyens au vote à l'Assemblée nationale, parce que j'ai quand même des propositions là-dessus, notamment la plateforme numérique qui permet pour chaque électeur de proposer un amendement, de proposer une loi. S'il faut les aider après avec un assistant parlementaire, ça peut être fait. Enfin, il y a vraiment des outils qui peuvent être mis en place pour faire participer les gens à l'Assemblée nationale. Donc voilà un peu l'état d'esprit de ma candidature. Donc quelle serait justement votre volonté pour la France en général ? Quels seraient vos premiers grands projets si jamais vous étiez élu à l'Assemblée ? Alors mon premier grand projet, ça sera de mettre en place une zone d'emploi prioritaire, où l'idée c'est de partir d'un constat simple. On a des territoires qui sont très fortement touchés par le chômage. L'Aude-Marois, les derniers chiffres de l'INSEE, c'est environ 45% d'inactivité chez les jeunes de 18-25 ans, à peu près autant chez les seniors. À Auchel, on a à peu près la même situation. Il suffit de se rendre à Auchel pour constater que beaucoup de personnes ont des difficultés au niveau de l'emploi et après ça se ressent sur tous les pans de la vie. Quand vous n'êtes pas en activité professionnelle, ça génère une quantité de problèmes périphériques qui de toute façon ne peut être résolu que par l'emploi. Donc je propose la création d'une zone d'emploi prioritaire sur les zones qui ont été déterminées comme fortement touchées par le chômage. Sur cette zone, on met en place un plan en 3 phases. La première, un audit auprès des entreprises, donc pour vraiment toutes les entreprises, pour savoir quels sont les freins à l'embauche, quels sont les métiers pour lesquels ils n'arrivent pas à recruter, et aussi pour avoir des éléments beaucoup plus factuels. Est-ce qu'ils recherchent des stagiaires régulièrement ? Est-ce qu'ils seraient partants pour l'alternance ou non ?
Ça peut être fait sur un formulaire CERFA A4, recto verso, envoyé à toutes les entreprises. C'est assez rapide. La deuxième phase, on fait la même chose avec les demandeurs d'emploi et les personnes en inactivité professionnelle. Mais également les étudiants, parce que pas mal d'étudiants travaillent à côté de leurs études et ça, je sais de quoi je parle. Donc une fois qu'on a ces 2 bases de données, on peut ensuite les regrouper. C'est un peu ce qu'a essayé de faire la région, sauf que la région n'avait pas la possibilité de faire le 3e déclic, qui est justement la formation en alternance pour tout le monde dans le cadre de cette zone d'emploi prioritaire. Donc la formation en alternance sur cette zone, quel que soit l'âge, donc c'est pas limité à, comme aujourd'hui, à 26 ans et à 30 ans pour, en zone de test pour l'apprentissage. On essaye de mettre tout le monde en alternance, parce que ça permet d'avoir pour l'entreprise un employé en formation qui coûte pas très cher. Pour la personne, ça lui permet d'obtenir une qualification supplémentaire, un diplôme, tout en étant payé. Et ensuite, une réduction des charges sociales sur 5 ans en cas d'embauche en CDI. Et ça évite le recours aux contrats aidés, puisque les contrats aidés, qui à la base, c'est une belle initiative, mais le problème, c'est que les individus qui se retrouvent en contrat aidé, bien souvent, après le contrat aidé, ils ne retrouvent rien. Parce que les entreprises qui embauchent en contrat aidé continuent à embaucher en contrat aidé. Donc, il n'y a pas d'emploi en CDI à la clé. Donc ça, c'est vraiment la première mesure que j'aimerais mettre en place. Et comment justement est-ce qu'on parvient à convaincre toutes ces entreprises de prendre autant de personnes en alternance dans certaines zones, puisqu'on constate aujourd'hui dans beaucoup de secteurs que justement les entreprises ont de moins en moins besoin, demandent en tout cas de moins en moins de personnes en alternance? Alors le problème de l'alternance, c'est un agglomérat de problèmes. C'est que non seulement vous avez plusieurs contrats d'apprentissage, contrats de professionnalisation, et je passe tous les contrats d'insertion jeune, etc. Vous avez des centres de formation qui ont des rythmes différents, qui ont des critères de sélection très variés, et il n'y a aucune harmonie. Donc déjà, un employeur qui aimerait recruter en alternance se retrouve déjà confronté à des problèmes qu'il n'a pas le temps de gérer. Quand vous êtes chef d'entreprise, c'est H24, 7 jours sur 7. Donc c'est pour ça aussi que je propose une refonte du système de l'apprentissage en un seul contrat unique, avec un rythme défini pour les centres de formation, de sorte à pouvoir vraiment faciliter le principe de l'alternance dans les entreprises. Quelle serait votre position vis-à-vis des propositions du gouvernement Macron et d'En Marche en général au niveau de l'Assemblée? Est-ce que vous seriez systématiquement dans l'opposition? Est-ce que vous arriveriez à consensus sur certains sujets? Alors là, c'est le problème justement des députés cartés. C'est qu'on arrive dans un système à l'Assemblée nationale où, quand ça vient d'en face, il faut être contre. Même si c'est bon, hein. On l'a vu avec la TVA sociale de Sarkozy, tout le PS était d'accord pour dire on est contre. Au final, François Hollande est passé et il a quand même augmenté le taux de TVA juste après. Donc on se rend compte de l'hypocrisie qu'on peut avoir à l'Assemblée nationale. L'avantage d'être indépendant, c'est de pouvoir dire ça, c'est bien, on vote pour. Ça, c'est mal, on vote contre. Ça paraît très simple et risible, mais je peux vous dire que quand on est dans la machine, c'est pas aussi simple que ça. Si on vote pour, on l'a vu pour le mariage pour tous, par exemple, où vous avez des députés qui se sont fait limite lyncher par leur famille politique parce qu'ils ont voté pour, ou alors ils se sont abstenus parce qu'ils voulaient voter pour, mais ils pouvaient pas. Donc c'est le cas notamment de NKM, qui après a dit qu'elle a regretté et qu'elle aurait dû voter pour. Mais c'est ça c'est le jeu politique des partis qui, au final, nuit vraiment à la démocratie. Et ce côté-là, on l'a pas lorsqu'on élit un député indépendant. Et quels seraient alors vos points communs justement avec les idées du parti du président de la République? La fin du RSI, déjà, parce que ça c'est un problème qui est... Tout le monde s'accorde à dire qu'il faut le supprimer, mais personne ne l'a fait. À un moment, on a une question qui arrive naturellement, c'est pourquoi pas l'avoir fait avant si vous êtes tous d'accord pour le faire aujourd'hui? Ça, c'est le point sur lequel je suis le plus en accord avec Emmanuel Macron. Après, sur l'augmentation de la CSG, j'attends de voir vraiment noir sur blanc le texte à l'Assemblée nationale, parce que dire qu'on va épargner les retraités avec les plus basses retraites, etc., ok, mais ça reste des paroles. Tant qu'on n'a pas des écrits, je reste sur ma réserve. Et une autre chose aussi, c'est que gouverner par ordonnance, ça par contre, je serai toujours opposé. Vraiment, il est hors de question de signer un chèque en blanc au gouvernement en leur disant allez-y et on regarde après. Ça se passe pas comme ça. Parce que si l'ordonnance est acceptée par l'Assemblée nationale, le gouvernement fera le texte qu'il veut, ça passera à l'Assemblée nationale, mais même si l'Assemblée nationale vote contre, ça aura quand même une valeur de règlement. Donc au final, ça sera quand même appliqué. Et après, pour défaire toutes les lois qui ont été faites tous les règlements qui sont passés par ordonnance, ça demande une quantité de travail telle que ça sera même pas fait en 5 ans. Et ça, il faut bien l'avoir en tête.
Les gouvernements précédents ont engagé une politique de décentralisation qui s'est concrétisée cette année avec la création des nouvelles intercos, dont la mise en place s'est faite de manière assez inégale. On a notamment beaucoup entendu parler ces derniers temps au niveau de la Cabalère, la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay-Artois-Lys-Romane, où on a observé une hausse de 20% de la taxe d'habitation pour assumer finalement tout simplement les tâches supplémentaires qui ont été données à l'interco. Est-ce que c'est une bonne chose pour vous ? Est-ce qu'il faut poursuivre vers un mouvement de décentralisation ou au contraire, mais est-ce que ça serait à faire différemment ? Alors le problème, c'est que lorsque l'on rajoute des feuilles au millefeuille, on n'en enlève pas en dessous. Donc on garde les mêmes assiettes de charge. Là, c'est le côté contrôleur de gestion qui parle. Mais pour faire simple, on garde les dépenses, on en rajoute en disant on va faire des économies. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Il suffit de le voir également dans l'Aude-Marois avec la CAPSO. Au final, on retrouve les élus qui sont maires des villes qui parfois ont fusionné. Leur indemnité, la plupart du temps, ont augmenté, parce que c'est indexé sur le nombre d'habitants, et non pas sur le salaire médian comme moi je le propose. Donc, dans l'absolu, oui, il faudrait vraiment simplifier la hiérarchie de la représentation des citoyens, mais le problème, c'est que c'est mal fait, c'est mal conçu. C'est conçu par des élus qui sont en place et qui savent que si on crée une nouvelle interco, si on donne si ça regroupe un plus grand nombre d'habitants, les indemnités vont être plus élevées. Donc, à partir de là, déjà, le jeu est biaisé. C'est comme si, je vous disais, pour faire des économies, vous pouvez fusionner avec une station concurrente et pour économiser sur les locaux, mais par contre, on vous augmente vos salaires. Vous allez dire oui, sans forcément penser derrière aux conséquences que ça peut avoir. Et ensuite, c'est comme la diminution du nombre de députés, c'est une aberration. Je suis absolument contre la diminution du nombre de députés, parce qu'on a l'impression que les députés sont trop nombreux, coûtent trop cher. Déjà, si on réduisait les indemnités, ils coûteraient moins cher. Et je peux vous dire qu'il n'y aurait pas 11 candidats qui se présenteraient. Mais si on baisse le nombre de députés, ça veut dire que les circonscriptions vont être beaucoup plus grandes. Ça va être très compliqué pour une personne d'être présent partout. Ça peut être le slogan de certains, proche de vous, présent partout. Le problème quand on est présent partout, c'est qu'on est présent partout, sauf dans son bureau en train de travailler sur le mandat que l'on a. Et surtout quand on cumule, alors là... Le gouvernement Macron a promis 15 milliards d'investissements publics dans la transition écologique et énergétique. Est-ce que c'est suffisant pour vous ? Alors cette question-là, c'est pas simplement une question d'argent. On peut mettre 50 lingots sur la table. Si derrière, c'est pour financer uniquement par exemple des panneaux photovoltaïques, il faut réfléchir un peu aux conséquences. Les panneaux photovoltaïques, c'est une très bonne idée. L'énergie solaire, c'est génial. Sauf que si derrière, les panneaux sont produits en Chine, sont utilisés en France et après partent au Bangladesh pour être démantelés par des gamins de 4 ans, elle est où la transition énergétique là-dedans, quoi ? Maintenant, EDF a plein de projets en cours, parce que j'ai travaillé justement chez EDF, donc je peux en parler. Notamment les éoliennes sous-marines. C'est des projets intéressants. Les éoliennes, par exemple, qui devaient être mises sur la côte d'Opale, quand Xavier Bertrand se prononce contre, à un moment, mettre de l'argent sur la table, c'est bien, mais pour en faire quoi ? Ça doit être une prise de conscience collective. Et si on continue à rouler en 4x4 diesel en ville et à utiliser du papier qui n'est pas recyclable pour les élections, si on continue à acheter des meubles premier prix parce qu'on peut les changer régulièrement, mais qu'on ne sait pas comment les recycler, ça va poser un grave problème. Mais c'est pour ça que ce n'est pas une question tellement financière, c'est une question d'état d'esprit et vraiment de volonté de la population. 3 ou 4 élus pourront rien changer. Mais justement, comment dire ? Il y a des habitudes de vie qui sont à changer, mais pour autant, ces bonnes habitudes, est-ce qu'elles ne doivent pas être aussi facilitées par l'État, par la loi, dans la mesure où, je prendrai un exemple assez simple, aujourd'hui vous voulez vous acheter, même si c'est pas forcément parfait, un panneau photovoltaïque, le fait est que certaines personnes ne peuvent très clairement pas se le permettre et que même si c'était rentable pour elles à terme, le simple achat de base n'est pas possible pour beaucoup de gens. Est-ce que c'est pas là qu'il faut commencer aussi, faciliter l'accès aux solutions écologiques ? Sans doute, mais il est possible de mettre en place un tarif d'électricité 100% vert. C'est déjà en place d'ailleurs dans pas mal de compagnies. On a tous moyen d'agir à notre petit niveau. C'est pas tellement une question encore une fois, de gros investissements. Si je devais suivre cette logique, jamais je me serais présenté. Parce qu'une campagne, ça coûte cher. Il faut dire ce qui est. Après, certains sont sûrs d'être remboursés, donc à la limite, c'est gratuit, c'est l'État qui paye. Mais
Quand vous n'êtes pas sûr d'être remboursé et que vous y allez avec vos petits moyens, avec vos petits bras pour coller vos affiches, c'est un choix personnel. Pour en revenir à l'accessibilité des solutions d'accès aux énergies propres, il existe déjà des moyens de pouvoir prendre part justement à cette transition énergétique. Les premiers acteurs, bien souvent, de cette sensibilisation justement aux problèmes écologiques, ce sont les associations, dont certaines ont assez souffert, on va dire, du changement de présidence au niveau de la région. Je pense notamment à la Ligue de protection des oiseaux qui a vu ses subventions disparaître au niveau régional. Est-ce qu'il faut aider ? Est-ce qu'il faut stabiliser les associations quand on est l'État ou est-ce qu'il faut laisser ça entre les mains des régions, selon vous ? Là, pour le coup, il faut vraiment prendre en compte que les associations sont des organismes de droit privé. Si une région subventionne en continu la même association pour les mêmes actions, à un moment, il faut se poser la question de savoir si cette association ne doit pas être rattachée directement à la région. Les politiques publiques mises en place par le conseil régional appartiennent au conseil régional. Le travail associatif, c'est à part. Maintenant, le problème, c'est encore une fois une question d'état d'esprit des élus, c'est que les subventions aux associations sont souvent devenues des cadeaux. C'est vote pour moi, tu auras cette subvention. Encore une fois, je vais prêcher pour ma paroisse, mais sur la plateforme que je souhaite mettre en place, je donne la possibilité aux associations de demander eux-mêmes leurs subventions via la réserve parlementaire, donc à peu près 130 000 € par an. Et là-dessus, moi, j'ai même pas mon mot à dire parce que je laisse les citoyens voter pour les projets qui sont les plus intéressants. Au mieux, la seule chose que je peux faire, c'est peut-être rectifier le montant demandé pour dire de pouvoir vraiment permettre à toutes les associations de bénéficier d'une subvention. Mais encore une fois, à partir du moment où c'est opaque, à partir du moment où c'est une poignée d'élus qui choisissent, ça pose un problème. Et derrière ce problème, c'est qu'au-delà de la couleur politique du président de l'association X ou Y, vous avez aussi des gens qui s'investissent. Vous avez des personnes, des retraités, des jeunes qui passent des heures et des heures pour une cause qui leur tient vraiment à cœur. Donc, jouer comme ça, avec l'épée de Damoclès au-dessus de la tête de l'association en disant « Attention, si je passe pas, vous allez avoir quelques soucis. » D'une part, c'est dégueulasse. Je suis désolé, je suis peut-être un peu vulgaire, mais je vous le dis tel quel. Et puis ensuite, c'est pas comme ça que j'imagine l'action politique. Pour moi, il faut vraiment que ce soit les citoyens qui choisissent quelles associations doivent être subventionnées. Mais ça a posé d'autres problèmes également au Conseil régional de Picardie. Au Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, j'ai pas mis le nez dedans, mais à mon avis, avec un président de région qui a été élu quand même plusieurs dizaines d'années, je pense qu'on devrait creuser, ça pourrait être drôle. Mais donc voilà, il faut un peu plus de transparence et surtout remettre le citoyen au cœur du système. Forcément que les élus sont de plus en plus éloignés des citoyens, on les écoute plus. Aujourd'hui, la moindre décision, c'est comment je vais pouvoir récupérer les voix des pêcheurs, comment je vais pouvoir récupérer les voix des chasseurs, et ça devient schizophrénique. Parce que les personnes qui vont essayer d'avoir les voix des chasseurs, ça va être les mêmes qui vont essayer d'avoir les voix de ceux qui soutiennent la cause de la SPA. Il y a des aberrations comme ça qui me surprennent. Tout ça ne fait pas sens pour vous? Non. C'est un manque de clarté, c'est des méthodes qui sont d'un autre temps. Et c'est mon slogan, faire de la politique autrement, c'est ça l'idée, quoi. C'est de rapprocher les citoyens, au final, de leur destin. Et de plus permettre à une poignée d'élus de décider de tout, pour tout, n'importe où, et surtout n'importe comment. C'est pas ma façon d'envisager l'action publique. Donc votre idée, finalement, c'est une espèce de remise en avant de la démocratie participative grâce aux nouvelles technologies. Finalement, c'est ça aussi les réseaux qui vont vous permettre d'avoir toute cette connexion avec vos élus, avec avec les habitants plutôt qui vous auront élus. Alors contrairement à d'autres, je suis pas en train de préparer la campagne d'élection sénatoriale. Il y en aurait sans doute un qui prendra ma place pour vous expliquer le contraire. Mais voilà, blague à part, la démocratie participative, pour moi, c'est vraiment essentiel. Si on veut que les citoyens se retrouvent dans les projets politiques qui sont portés aujourd'hui et qu'ils ne se déroutent pas vers les extrêmes, plus par dépit que par conviction, il faut les remettre dans le jeu. On ne peut pas considérer une personne juste comme un électeur, comme une voix ou comme une quantité négligeable. C'est pas possible. Et encore une fois, on arrive dans une société où on est surconnecté. On a Twitter, Facebook, Instagram et j'en passe. Et on demande à des personnes, parce que la moyenne d'âge à l'Assemblée nationale, c'est pas la sortie d'un lycée. Hein. Et on leur demande de voter des lois pour encadrer l'usage des réseaux sociaux. Mais déjà, la plupart ont déjà du mal avec leur profil Facebook. À un moment, il faut essayer de prendre en compte que
Les lois qui sont votées aujourd'hui, elles vont avoir un impact sur le long terme, c'est-à-dire dans 10 ans, 20 ans. Donc les personnes qui vont être élues aujourd'hui, c'est les personnes qui vont décider de la société à moyen terme. Donc si on élit des gens qui ont des solutions qu'il aurait fallu appliquer il y a 20 ans, au final on va toujours avoir 1, voire 2, si c'est pas 3 générations de retard sur ce qui doit être fait. Et ça va commencer à poser de graves problèmes, surtout à l'heure où tout est en ligne. Mais voilà, aujourd'hui on a Internet, un satellite peut lire une plaque d'immatriculation, mais on n'est pas en mesure de savoir ce que pensent les gens en temps réel. Les jeunes passent énormément de temps sur Facebook, ou ne serait-ce que sur Internet. Mais donc, cet outil-là, on peut justement le rattacher à l'action publique. Et c'est ça que j'essaye de faire. Merci beaucoup, Jason Lamiot. Nous vous informons que le candidat du mouvement 100% n'a pas répondu à notre invitation. Rendez-vous les 11 et 18 juin pour choisir vos représentants à l'Assemblée nationale.